Kinshasa Direct, 18 h à Kinshasa, votre magazine vespéral vient bien de commencer. On va aborder des sujets d'actualité comme d'habitude, notamment l'agression que la RDC est en train de subir en ce moment depuis quelques semaines par son voisin le Rwanda sur le label M23. Les FARDC engagés au front ont-ils les ressources nécessaires pour faire face à cette énième agression ? Et également le sujet au niveau judiciaire avec l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. Est-ce que la justice a vraiment dit le droit? Nous allons essayer de répondre à ces deux questions avec Justin Bahati, qui est le président de la société civile dans la jeunesse du Grand Kivu. On va le voir tout à l'heure sur Kinshasa Direct. Nous aurons également avec nous la commissaire en charge de l'environnement et de l'aménagement dans la ville de Kinshasa. Ils ont lancé un recrutement massif, on va le dire, de la main-d'œuvre pour son personnel administratif. Plus de 700 personnes. Elle va nous dévoiler sa vision. C'est Madame Laetitia Bena Kabamba. Ce sera dans ce numéro de Kinshasa Direct. Mais avant, sur Télé 50, la tradition, c'est les informations. Et pour ce numéro de Kinshasa Direct, ce sera avec Bédrine Kenge qui est de l'autre côté du plateau. Bonsoir. Et bonsoir Christopher Tchoukoum et bonsoir à tous. Poursuite ce mardi des hommages en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba après l'arrivée lundi de sa relique. Pour ce 10e jour, de chefs d'État et des délégations assistent aux cérémonies d'hommage. Le mercredi 29 juin, la dépouille sera exposée à la résidence Lumumba située dans la commune de la Gombe avant d'être conduite au palais de la Nation. 8 civils ont été tués lundi dans l'est du Burkina Faso lors d'une attaque de djihadistes présumés pendant un baptême, a indiqué une source sécuritaire. Ce bilan a été confirmé par un habitant de la région qui a précisé que les victimes assistaient à une cérémonie de baptême lorsque des individus armés ont fait irruption sur le lieu aux environs de 9 h tirant sur plusieurs personnes. En sport, les rideaux de la Coupe du Congo sont tirés ce mardi avec 2 finales au programme. Chez les messieurs, le Daring Club Motema Pembe a conservé son trophée en venant à bout de l'Académie Club Rangers in extremis. Chez les dames, le tout-puissant Mazembe a soulevé son premier sacre après avoir renversé les cercles sportifs féminins Bikira au stade des Martyrs à Kinshasa. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Gloria Mbouya. Et dans un instant, retrouver Christopher Tchoukoum pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste incontinue. Merci à Bédrine Kenge pour ces informations qui seront développées, comme elle l'a dit, par Gloria Mbouya à 19 h. On va commencer ce Kinshasa Direct avec notre tout premier dossier du soir. C'est avec Monsieur Justin Bahati que je vais présenter en profondeur tout à l'heure. Monsieur Justin Bahati est président de la société civile composante Jeunes. Il est également coordonnateur du collectif des mouvements citoyens en RDC, président national de la jeunesse du Grand Kivu et du Maniema. C'est un des très grands titres qu'il est en train de porter ce soir dans ce numéro de Kinshasa Direct. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christopher. Déjà, vous me disiez en off que vous revenez d'une tournée dans la partie est du pays pour passer des messages de paix et de sensibilisation, notamment contre la xénophobie qui a essayé un peu de prendre de l'ampleur ces dernières semaines. Dans quel état d'esprit vous avez laissé la population dans ces parties du pays? Nous sommes d'abord en train de faire l'état des lieux. Nous allons commencer par la sensibilisation proprement dite au mois de juillet. Sûrement, nous sommes en train de préparer les équipes parce qu'il faut impliquer toutes les communautés et toutes les forces en fait que le message passe. Et donc, jusqu'à ce temps, nous n'avons pas encore commencé la sensibilisation sur le terrain. Nous la faisons à distance.
Nous pensons entamer ça déjà dès la semaine prochaine parce que c'est le programme qu'on avait avec toutes les composantes de la jeunesse qui sont sur le terrain. Et nous allons nous appuyer sur d'autres communautés congolaises qui viennent d'autres provinces afin de renforcer cette cohésion nationale. Alors vous allez repartir Nous allons repartir à l'Est parce que nous sommes obligés tous d'être sur le terrain, comme les FARDC y sont. Logiquement, vous aussi, je suis sûr qu'à un moment, vous serez obligés d'y être. On a une équipe sur place. C'est très bien. Et bien sûr, on peut aussi se déplacer pour des plateaux avec les moyens conséquents. C'est notre pays, donc nous sommes censés être avec cette population amertie qui vit à côté des frontières, en fait de les renforcer, surtout en fait de leur montrer que ce n'est pas l'Est qui est menacé, mais c'est plutôt la RDC. Oui. C'est cette présence d'autres communautés ou d'autres provinces qui renforce aussi la cohésion. Mais votre état des lieux a donné quoi? La population pense quoi de tout ce qui est en train de se passer? Je venais de le dire que la population est dans une situation de regret, de désolation. Vous ne pouvez pas enterrer matin, midi, soir et avoir en fait, une morale forte ou un mental solide. Donc comprenez qu'il y a toujours des regrets, il y a des remords dans des familles. Néanmoins, ce qui est important à souligner, c'est que la population continue à faire confiance aux forces armées de la RDC. La population continue à conserver la cohésion nationale et c'est tout le monde qui est mobilisé pour barrer route à tout ennemi. Alors cet aspect-là d'engagement patriotique, c'est une valeur sur laquelle les institutions peuvent se baser en fait de sauver le pire. Donc je crois que la morale de la population est au zénith, quand bien même les agressions ou les effets de cette agression, voulais-je dire, sont en train d'endeuiller plusieurs familles. Mais je pense que le travail qui est en train d'être fait est de renforcer cet esprit d'espérance, cet esprit d'engagement pour sauver l'intégrité territoriale. Justement, l'espérance, la confiance, l'engagement, tout ça c'est bien. Mais Félix Tshisekedi disait il y a encore quelques semaines que jamais l'armée n'avait bénéficié d'autant de moyens à sa disposition depuis déjà, je crois, depuis le début de son histoire peut-être, de sa formation. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les FARDC n'arrivent pas à bouter dehors définitivement l'ennemi? Qu'est-ce qui peut justifier cette décadence de la situation ces derniers mois? Vous savez, l'approche régionale est très sensible, elle est trop délicate. Les FARDC d'abord, coup de chapeau, je voudrais commencer par là et saluer les vaillants soldats qui sont sur la zone de défense, sans ressources, sans salaire, sans quoi que ce soit, mais ils se battent jour et nuit. C'est quand même une armée formidable. Il faudrait reconnaître l'engagement de nos jeunes frères qui se sont lancés en tenue uniforme, mais qui sont sous-payés, qui sont malmenés, qui dorment même dehors. C'est quand même grave. Néanmoins, il faut reconnaître une chose, qu'il y a des efforts fournis par le gouvernement, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais la grande partie des motivations vient de la population. Vous savez, des bouteilles d'eau qui sont envoyés chez les militaires, un peu de sacs d'huile, de farine, voulais-je dire, ça renforce. Je pense que le soutien du gouvernement en soi n'est pas vraiment au zénith, le soutien est très mineur, parce que quand on analyse même la logistique de FARDC, elle est inférieure plus que même le pays voisin qui nous agresse. Même le de munitions, apparemment, nous n'avons plus suffisamment. Même des effectifs, il faut les renforcer. Même la logistique. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand même, il y a cet engagement patriotique, comme je l'ai dit au départ, qui constitue le socle des gains d'une guerre. Le gouvernement congolais n'a pas encore fait grand-chose, comme on attendait. Mais il y a quand même quelques gestes qui se font, parce qu'il y a le chef d'état-major qui s'était déplacé récemment. Il y a le gouvernement qui est impliqué derrière les hommes en uniforme sur le terrain et surtout la population. Les petites cotisations qui se font, les petites marches de soutien, c'est aussi un élément dans la guerre, parce que la guerre a plusieurs approches. Il y a l'approche morale, l'approche diplomatique, l'approche même offensive sur le terrain. Toutes ces approches doivent être réunies pour nous rassurer de la guerre. On ne peut pas dire que les FARDC sont incapables de bouter parce que nous avons bouté ces mêmes bandits, ces mêmes voyous. Il y a quelques années, il y a quelques années, en 2013, j'étais dans la ville de Goma. Mais là, en ce moment, on est en train de parler d'un soutien, notamment d'une force régionale. Est-ce que vous avez quand même suivi les députés tanzaniens? C'est vrai qu'on aimerait bien éviter ce genre de détails, mais il y a un député tanzanien qui s'est quand même moqué des Congolais et qui a dit qu'il n'avait pas envie, en tout cas, si ça ne dépendait que de lui, les forces armées tanzaniennes ne devraient pas faire partie de cette coalition, alors qu'il y a suffisamment d'hommes en RDC qui peuvent faire le travail. Vous avez suivi ce message? C'est un détail important. C'est un détail important. Il ne faut pas ne pas le parler parce que ce sont des États voisins qui nous minimisent jour et nuit. Aujourd'hui, nous sommes en train de tourner autour de l'ADA de Lumumba. Que voulez-vous? Que demain, on puisse nous applaudir? Les Belges nous tirent, ils nous amènent l'ADA, on danse. Si les voisins pouvaient se moquer de nous, on pourra dire qu'il a mal fait. Mais écoutez, le député tanzanien n'a fait que dire à haute voix ce que nous ressentons. Est-ce que réellement nous avons besoin de cette force régionale? La force régionale est constituée par combien d'États? Nous avons la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la grande ensemble. On peut prendre la région comme les sous-ensembles. Est-ce que la sous-ensemble sera efficace plus que l'ensemble? Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO qui est... Mais est-ce que la mission de la MONUSCO et la mission de la force régionale sera égale?
Bon, quand bien même, elle ne sera pas égale. Ça, c'est la première des choses que j'étais en train d'évoquer par rapport à l'approche logistique. La MONUSCO a une logistique, mais avec beaucoup plus de 20 ans, sans rien résoudre. La MONUSCO n'est pas venue pour observer les conflits. Aujourd'hui, on nous ramène une armée régionale infiltrée, une armée composée par les mêmes agresseurs. Mais je vous dis, c'est dangereux. Si on utilise celui qui a incendié pour venir, je ne sais pas moi, éteindre les faits, qu'est-ce que sera le comportement de la population en train de voir un militaire rwandais venir le défendre alors qu'il a agressé hier? C'est compliqué. Il y aura une autre guerre qui pourra naître après si les institutions n'analysent pas cette problématique. Mais la République a été ferme, le Rwanda ne devrait pas faire partie. Ne vous en faites pas. La force régionale n'est pas exclusive et nous avons lu les communiqués. Le Rwanda en fait partie, l'Ouganda et consorts. Nous pensons que cette force n'est pas forte plus que le FARDC. Je sais de quoi je parle. Nous sommes capables de défendre notre État si la logistique était appropriée. Moi, je pense que le chef de l'État doit revenir sur cet accord. Les institutions de la République doivent réfléchir suffisamment et revenir sur les accords. S'il y a une logistique nécessaire que tous ces pays qui semblent nous aimer peuvent nous apporter, c'est nécessaire pour que nous renforcions notre armée interne. Je pense qu'il n'est pas un bon temps pour faire confiance aux États voisins. Donc votre avis à vous, c'est la logistique, oui, mais les hommes sur notre sol, non. Il faut analyser cette approche sous 3 angles, M. Christopher. Allez-y. Il faut analyser les origines, il faut voir les faits et la voie des solutions. Quelles sont les origines de cette agression? CNDP, nous avons été dans la ville de Goma avec Nkunda. Ils nous ramènent à 2019 dans les accords. Quand on parle de M23, peut-être les frères quinois ne connaissent pas. C'est le mouvement du 23 mars 2009. Ils sont partis, les accords ont été signés le 23 mars 2009. Ils sont revenus sur les accords en 2012 en train de déranger. Et quel était le terme de référence pour ces accords? Il y avait l'intégration de tous les rebelles dans les FARDC. Ils ont demandé d'être amnistiés. Ils ont sollicité que leur parti, leur groupe rebelle CNDP soit transformé en parti politique légalement reconnu. Ils ont même insisté à ce que les réfugiés reviennent. Mais je me dis, quand est-ce qu'un groupe d'individus rebelles peuvent revendiquer des questions de retour des réfugiés? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Et aujourd'hui, dans la force qui va venir régionale, selon les accords, il faut qu'ils les accompagnent, les FARDC, à traquer les groupes rebelles locaux. Là, c'est le piège de Kagame. Pour lui, il se retrouve. Parce que lui, ce qu'il voyait, c'est la menace quelque part des FDLR. Et il est prêt à tout. Il est prêt à tuer, il est prêt à violer, il est prêt à incendier pourvu que les FDLR reviennent. Ça, c'est un aspect. Et derrière tout ça, il a gagné sa carte parce que toutes les forces qui vont venir vont accompagner les FARDC pour traquer les forces négatives. Et je doute fort que ce ne soit pas les mêmes éléments d'M23 qui nous soient venus sous la couleur du Rwanda. Donc, c'est grave, ce contexte de la force régionale. Il faut la revoir. Il faut que les esprits soient stables parce que les tactes de la région des Grands Lacs sont trop maléfiques. Elles sont trop agresseurs à tel point que la nation congolaise ne peut pas s'en soumettre. La confiance est vraiment très basse par rapport à cette force. La voie des solutions, comme je l'ai dit, c'est de renforcer les forces des FARDC. Elles sont capables. Nous avons des hommes, des femmes capables de nous défendre, mais les conditions dans lesquelles elles sont traitées, le barème salarial, la logistique, les renseignements en soi, les effectifs, il faut vraiment revoir tous ces aspects. Mais comme nous sommes dans une approche d'une guerre brisque, il faut quand même utiliser les moyens diplomatiques aussi. Je ne remets pas ces moyens à côté, mais pas avec l'ennemi. Parce que l'ennemi du Congo, c'est le Rwanda. Et c'est connu déjà de tous. On ne peut plus utiliser le même fouet ou le même bateau qui nous a frappés pour que ça nous serve pour fermer la porte. Alors, je ne peux pas vous avoir sur ce plateau sans pour autant évoquer ce sujet, alors que vous avez dit que vous avez sillonné la partie est du pays. J'espère que la nouvelle selon laquelle l'acquittement et l'abandon de toute poursuite contre l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi vous a trouvé là-bas sur place. Je me trompe? Non, j'étais à Kinshasa. Vous étiez à Kinshasa, mais bon, vous avez quand même eu des nouvelles. Je suis de là, je suis coordonnateur de la jeunesse du Grand Kivu, donc je suis là avec le cerveau et la tête. C'est à tout moment qu'on a une interaction. Et la nouvelle est tombée, que voulez-vous que j'en parle? Comment la population a réagi? A applaudi ou s'est posé des questions, un peu comme c'est le cas dans quelques cafés politiques à Kinshasa? Je n'ai pas fait le monitoring de la population, mais je suis en train d'analyser le fait. C'est une décision judiciaire. Nous avons reçu la condamnation, aujourd'hui nous recevons l'acquittement. Pourquoi discuter sur les décisions judiciaires? Je pense que d'abord la règle c'est la liberté. L'arrestation n'a jamais été une règle, c'est l'exception. On ne peut pas être content quand quelqu'un est sur le lit de l'hôpital. Donc, en tant qu'humain, dans l'esprit d'humanisme, quand quelqu'un est libéré, d'abord, c'est un sentiment de joie. Mais au-delà de ça, la République doit s'expliquer. La nation congolaise a besoin de savoir, tout ce temps perdu, dans un procès, est-ce que les juridictions n'étaient pas compétentes avant de mettre quelqu'un en accusation sans réunir toutes les preuves? Parce que les moyens de la République sont partis, les juges étaient payés, les instances étaient mobilisées, les services de sécurité qu'on sort derrière ces dossiers. C'est depuis 2020, s'il vous plaît. Juin 2020, aujourd'hui nous sommes en juin 2022. 2 ans. Plus de 700 jours que le Trésor public est en train d'utiliser l'argent pour outiller les services judiciaires sans nous amener à un résultat. C'est quand même ridicule. Et foncer dans un dossier aussi longtemps que les preuves ne sont pas réunies, parce que l'acquittement des Camer était fondé sur le fait que les preuves étaient insuffisantes. Il n'y avait pas de preuves.
On ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Alors aujourd'hui, ça remet à nu la justice congolaise. Quelque part, on se dit que le droit a été dit, mais quelque part, l'appareil judiciaire n'a pas de service compétent pour entamer une démarche avec tous les contours. Donc nous lançons dans les faits par sentiment, par règlement de comptes, peut-être par acharnement politique ou par règlement et autre chose. Et au finish, la population congolaise ne trouve aucun résultat. Maintenant, la question qui revient dans l'opinion, où se trouvent ces Sekandé mieux plus? Sont-ils volatilisés? Je ne sais pas, c'était imaginaire ou réellement il y en a. Est-ce qu'à votre avis, ça plombe quand même le combat du chef de l'État sur la recherche de l'État de droit, comme la plupart des gens le disent? Je pense que l'État de droit, c'est le droit dans le sens réel. L'état de droit, ce n'est pas faire plaisir à X ou faire plaisir à Y. L'état de droit que nous voudrions, nous Congolais, c'est de savoir où se retrouvent les ressources de la nation. Les ressources économiques, financières, les ressources matérielles bénéficient à qui? C'est ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas d'arrêter X ou de libérer Y. L'état de droit, pour nous, c'est de voir les recettes de l'État être au service de la population. Les 52 millions de dollars sont où? Le chef de l'État doit nous parler. Je pense qu'il devait faire même le discours sur l'état de la nation, parce que c'était un procès qui était suivi par toute la nation et par le monde entier. Il faudrait qu'il y ait une communication gouvernementale, ou même si une communication des cours et tribunaux, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, cet argent, et où il y aura une deuxième phase d'enquête pour poursuivre maintenant les vrais coupables. Parce que Vital Kamerhe est sorti, c'est quand même un sentiment de joie pour d'abord la nation, parce que c'est aussi une figure qui devait aider la République dans des réflexions dans ces moments difficiles. Nous avons besoin de tous les cerveaux à ces pareils moments pour réfléchir, parce qu'on a toujours dit que quand il y a un serpent dans la maison, on peut utiliser tous les bateaux pour les sortir et on peut continuer la guerre après. Vital Kamerhe, c'est une figure nationale qui peut aussi avoir une idée pour aider la nation. C'est très bien son arrivée et son acquittement ne peut pas nous apporter beaucoup de débats parce que c'est une décision judiciaire. Je me réserve d'y commenter. Mais la question qui revient, est-ce que réellement cet argent existait? Est-ce que le pouvoir en place ou alors les juridictions de la RDC peuvent maintenant nous démontrer quels sont les vrais auteurs? Parce que Vital en sort blanc. Alors qui est noirci? Qu'on nous le dise, parce qu'on ne peut pas nous dire que l'argent est parti consommé par des termites et qu'on sort. C'est la problématique. Mais comme vous venez de le dire, nous sommes dans un état où la situation sécuritaire du pays est en danger. Nous ne pouvons pas amasser tous les secteurs et les finir au même moment. Raison pour laquelle nous sommes concentrés sur la question régionale. Christopher, je vais peut-être insister sur cet élément. Aujourd'hui, un colonel Sibaneza qui est de M23 reçoit des balles. Je vous parle avec précision. Il se fait soigner à Kanombe, au Rwanda. Il est en train de recevoir ses traitements à Kanombe. Un militaire qui agresse la RDC. Mais quand tu l'es touché par des balles, c'est l'hôpital de Kanombe qui les reçoit. Un hôpital ou un centre qui accueille les services présidentiels, la garde républicaine de Kigali, mais qui est en train de soigner un rebelle pour le ravitailler. Et nous avons même quelques informations de rumeurs selon lesquelles certains arrêtés d'M23 dans l'ancien temps sont en train d'être libérés pour renforcer les équipes. Combien de fois, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Jésus descende pour comprendre que Kagame nous agresse? Et pourquoi accepter de vous asseoir sur la même table? À un moment, il faut un esprit radical vers les actions radicales. Et moi, je crois que le chef de l'État doit apporter un peu de radicalité dans son sens diplomatique. Je ne dis pas que le terrain est d'ordre seulement militaire, mais il est temps quand même de mettre le Rwanda dos au mur, avec son parrain Museveni. Et c'est la question que nous sommes en train d'examiner dans la région en nous disant, est-ce que le pouvoir de Kinshasa n'est plus à mesure de sécuriser l'Est? Cette question est en train de se dire avec beaucoup de gens. Mais quand nous voyons quand même les forces arriver, les militaires être déployés sur le terrain, ça redonne espoir. Mais à ce stade, il faut équiper le FARDC. Il faut qu'il y ait une communication efficace entre la population et les forces armées. Et il faut que le budget alloué au FARDC soit multiplié même par 10. Je pense que ça permettrait à ces vaillants soldats d'avoir une logistique efficace et faire face au Rwanda. Et vous avez parlé d'un apport, je vous ai entendu parler d'un apport de Vital Kamerhe qui, désormais libéré, pourrait aussi apporter son bâton pour chasser les serpents. J'ai dit Vital... Ce serait quoi son apport à lui, Vital Kamerhe, c'est un Congolais. Je vais vous dire une chose, les élections sont géographiques et le leadership se porte sur le plan géostratégique. Je suis du Kivu. Je ne veux pas faire semblant en vous disant que Vital Kamerhe n'est pas un leader au Kivu. Il est leader. Et la zone du Kivu a un rôle à jouer en termes d'information dans ces enjeux. Lui, comme vous, comme tout le monde, est important à ce stade. Donc nous n'allons rien négliger. Tout Congolais qui peut avoir une idée pour nous faire sortir de cette crise est la bienvenue. Mais seulement si cette personne est disposée à servir la patrie. Alors, il faut quand même marteler sur l'approche de cette force que vous avez soulignée. La force régionale, j'ai vécu la force mixte entre les FARDC et la force tanzanienne qui nous a accompagnés jusqu'à booster l'M23. Il y a des États amis et des États ennemis, partout au monde entier. On ne peut pas se réfugier chez un ami. Nous ne pouvons pas nous abriter là où il y a des fourmis. Il y a des fourmis. Je connais très bien le Rwanda. Je l'ai déjà sillonné comme je connais Kinshasa. Et d'ailleurs, je maîtrise le Rwanda plus que Kinshasa. C'est un pays que j'ai sillonné avec le véhicule pendant 24 heures, tous les 4 coins. C'est un État qui ne peut pas nous mettre mal à l'aise. Il faut nous poser des questions. Quelles sont les forces derrière?
Il faut communiquer avec les puissances comme les États-Unis et consorts. Il est temps que la République Alors démocratique ne reste pas dans des cachettes. On parle d'une certaine hypocrisie, justement, Nous sommes de dans ces des cachettes partenaires diplomatiques. qui ne reconnaissent pas clairement la position de Kinshasa. M23, force terroriste, Rwanda agresseur, jusque-là, ça peine. Pourquoi l'M23 insiste d'accompagner les FARDC pour traquer les forces négatives au pays? En quoi ils gagnent? En quoi ils bénéficient? Ils avaient besoin d'être intégrés, ils ont été intégrés, ils sont des colonels. Mais on les avait mités. Je vais vous rappeler une chose. Quand ils étaient mités dans des zones lointaines des frontières, c'est comme ça qu'ils sont revenus sur la table. Ils ont dit non, pourquoi vous nous éloignez des frontières? Donc le problème de M23, ce n'est pas ce que le président Tshisekedi est en train de lire. Le problème de M23, c'est de rester à frontière. Mais je vous dis une chose. Si c'était vraiment un groupe rebelle qui n'est pas caractère rwando-ougandais, pourquoi ils ne pouvaient pas commencer par l'Équateur? Pourquoi seulement dans des zones frontalières? Ça ne peut pas nous interroger. Et pourquoi quand ils sont bougés, ils font des résistances, ils font des retours, ils se ressourcent en eau, en médicaments, en tout, ils reviennent en force? Ça doit quand même nous interpeller. Nous sommes en frontière avec les deux pays là. Bunagana, c'est avec l'Ouganda. Nous sommes à Gisenyi en frontière avec le Rwanda. Nous sommes encore en frontière avec le Rwanda sur le lac Kivu. Vous vous rendez compte? Nous sommes encore en frontière avec eux dans la province de Sud Kivu, à Tchangougou. Imaginez combien de fois nous sommes séparés avec eux. Quelle est la force militaire placée là-bas? Parce que c'est ça la porte d'entrée. Nous n'avons jamais été agressés fortement par l'Afrique du Sud et les peuples centrafricains. Ces États nous menacent, mais pas à forte vitesse comme ces États-là. C'est le moment de placer ces murs. Si ce n'est pas un mur construit, c'est un mur militaire, c'est un mur de défense, c'est possible de le faire. Ce camouflage diplomatique ne fait que faire tuer des Congolais. Moi, je regrette comment l'État congolais ne peut pas demander de puissance parraine. Parce que nous savons, au Rwanda, on parle anglais. Quand on parle anglais du Rwanda, c'est un anglais américain. Quand on va au Rwanda, les Américains les trouvent comme leurs enfants chéris. Qu'est-ce qui manque à notre État de mettre les États-Unis devant leur fait accompli? Même s'ils ne sont pas directement liés, mais il y a quand même des accointances. Quelle force militaire a le Rwanda pour menacer les Grands Congo? Quelle force logistique qu'ont ces gens-là? Mais aujourd'hui, ils sont protégés. Je n'ai pas vu même une seule phrase où on le signifie dans les rapports ou dans les documents, dans les comptes rendus des accords ou de la signature qu'il y a eu à Nairobi. Alors, je me rends compte que donc toute la région complote contre la RDC. On regarde tout cela. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et adresser un message au président de la République? Une idée qui, par exemple, pourrait lui servir pour nous sortir de cette situation. En une minute, très rapidement. Je m'adresse d'abord à toutes les institutions. J'encourage d'abord les forces armées de la République démocratique du Congo et je le garantis du soutien de la jeunesse congolaise, des mouvements citoyens et particulièrement de la jeunesse du Grand Kivu. Le président de la République, institution parmi d'autres, doit continuer sur cette voie de protéger la vie des populations, mais le chef de l'État doit jouer une diplomatie qui est imposante. Sa diplomatie semble être molle, elle semble être endormie et ne nous permet pas d'avoir des garanties. Je pense qu'il a de bonne foi, il est animé d'une bonne foi avec ces actions qu'il est en train de poser. Nous les encourageons, mais nous voudrions qu'il puisse passer à une autre vitesse. Que le président de la République revienne sur les accords de Nairobi afin de demander à tous ces États de renforcer les FARDC par la logistique et d'autres ressources et de laisser les forces armées de la RDC se défendre en tant qu'État souverain et défendre sa propre population. Mais pour le reste, que soit acté dans les différents rapports l'implication visible et matérielle du Rwanda et que les sanctions s'en suivent. Il faut que la justice soit faite, M. Christopher. Tous ces gens qui sont en train d'être tués, quand nous ramassons des Rwandais sur le sol congolais, habillés en tenue avec les drapeaux rwandais, ce sont des preuves. Quelles preuves voudrions-nous encore avoir? Quand il y a des déclarations, quand il y a les Ougandais qui disent qu'entre amis et frères, le choix est clair, et que leurs frères, c'est les Rwandais, et que nous, à tout moment, alors comment voulez-vous que les opérations réussissent? J'ai peur. Cette force, si elle nous est imposée, parce que nous sommes dans un pays de forcing, j'ai peur sur le terrain que nous, la population peut-être qui vivons à l'Est, nous puissions nous battre avec le militaire en pleine opération. Et ça sera grave. Parce que je ne peux pas voir un Rwandais qui a violé ma sœur passer dans la foule pour venir me défendre. Ce n'est pas ça le souhait. Il faut maintenant calmer les esprits, mais il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation. Je voudrais que toutes les institutions soient mobilisées derrière cet aspect. Ce n'est pas un aspect seulement du Kivu. Et je voudrais même que le langage change. Ce n'est pas la guerre à l'Est, c'est la guerre en RDC. Parce que quand on parle de l'Est, c'est comme si on est en train de créer un autre État de l'Est. Il faut que dans les discours des institutions, même un ministre ne peut pas parler de la guerre à l'Est. Il doit dire la guerre en RDC. Parce que la RDC est attaquée, que ce soit aux jambes, que ce soit au cou, que ce soit sur la tête, c'est toute la nation. Exactement. Pour le dossier de Kamere, en conclusion, je pense que l'honorable Vital Kamere a été acquitté. C'est la justice congolaise. Il nous a été appelé de faire confiance à la justice. Nous faisons confiance. Mais nous demandons à cette justice de creuser pour que les 52 millions nous reviennent. Aussi longtemps que nous ne savons pas la source de ces 52 millions, ça reposera sur la tête de l'institution principale que est le chef de l'État. Parce qu'il est le garant des institutions et le bon fonctionnement de la nation. Merci beaucoup, M. Justin Bahati. Je rappelle que vous êtes président de la société civile composante jeune, coordonnateur du collectif des mouvements citoyens en RDC et président national de la jeunesse du Grand Kivu et du Maniema. C'est moi qui vous remercie et toutes nos condoléances à la nation congolaise.
Et j'espère vous Actuellement voir en au Kivu guerre. pour sensibiliser la population. J'espère qu'on se retrouvera quand j'y serai. Avec plaisir. On va passer à notre deuxième dossier du soir. On va parler de ce recrutement que j'ai présenté comme massif dans la ville de Kinshasa pour le personnel administratif. Ce sera avec la commissaire en charge de l'environnement et de l'aménagement, Madame Laetitia Bena Kabamba.